Il nous accompagne tous les jours. Des éclairs au chocolat, des muffins. Il est le bonheur de nos enfants, prenant 1000 formes et 1000 nuances. En poudre, en pépites ou en carré. Il se boit, se grignote et se croque. Merci. Le chocolat est notre gourmandise suprême. Des myrtilles, c'est pas du chocolat. C'est quoi cette arnaque? Imaginez maintenant un monde où il aurait subitement disparu. Les petits déjeuners auraient la pâleur des matins maussades. Nos desserts feraient grise mine. Dans les supermarchés, un vide immense, impossible à combler. Plus de tablettes, plus de friandises, plus de biscuits au chocolat. Excusez-moi, je comprends pas, en fait, il n'y a pas de chocolat. C'est normal, madame, il n'y a plus de chocolat. C'est fini. Imaginez les conséquences de cette pénurie. Le chocolat atteindrait des prix vertigineux, vendu désormais comme un bijou. Pour s'en procurer, les plus accros se tourneraient vers le marché noir. Les chocolatiers en seraient réduits à fermer boutique. Y aura-t-il toujours du chocolat pour Noël? Cette question, certains experts la posent très sérieusement. On a une demande qui croît plus vite que l'offre, donc mécaniquement, on crée un déficit, donc une pénurie. Cette menace de pénurie est le point de départ de mon enquête. Elle va me mener au Japon, en Suisse, en Grande-Bretagne et en Côte d'Ivoire. Je vais aller de découverte en découverte. L'appétit du chocolat est désormais planétaire. C'est bon? Oui, c'est bon. Le marché du cacao est un casino mondialisé avec ses gagnants et ses perdants. Le perdant, c'est le consommateur parce qu'il paye très cher, très très cher. J'ai remonté ces filières souvent opaques et au bout de ce périple, j'ai compris que le cacao avait parfois disparu du chocolat. Mon enquête commence dans les rues de Paris avec une question. Existe-t-il déjà des indices d'une pénurie de chocolat? La magie des fêtes s'est emparée des lieux. Aucune menace ne semble peser sur la ville. Près des Champs-Élysées, les vitrines des chocolatiers brillent de mille feux. Dans les boutiques, les clients se pressent autour des présentoirs. Moi, je voudrais des pralinés naturels. Alors moi, je veux des... Parler de pénurie de chocolat dans cette boutique, cela revient à évoquer la pire des catastrophes gastronomiques. Non, ça n'existera pas. Non, c'est pas possible. Non, c'est le meilleur dessert, c'est le meilleur... voilà. Non, mais ça, on va trouver une solution. Il n'y a pas de pénurie. C'est très triste, ce serait vraiment dommage. Surtout bon, pour les fêtes, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup. Je serais triste. Vous seriez triste? Pourquoi? Parce que j'adore ça. Praliné amande noisette nougatine, pâte d'amande pistache, tétine fumée. Alors vous avez 48 pièces. 48 pièces, oui. Voilà. Personne n'a envie de se passer de chocolat. Et encore moins au moment des fêtes. Chocolat, c'est un beau cadeau, à déguster et pour offrir, je trouve que c'est pas mal. C'est un achat plaisir et un achat gourmand. Avec un café ou le matin, ou avec les aigreurs de certaines journées difficiles, c'est toujours sympa de se faire un petit chocolat en fin de journée. Très bien. En cette période de Noël, les clients sont prêts à faire des folies de chocolat. Dans cette boutique, ils dépensent en moyenne 60 €. C'est vrai que les gens aiment beaucoup offrir le chocolat et surtout au moment des fêtes parce que voilà, le chocolat c'est festif, c'est comme le foie gras. On peut pas passer un Noël sans chocolat quand même. Les Français adorent le chocolat. Ils en mangent de plus en plus. Je vais découvrir des chiffres étonnants.
En 5 ans, la consommation a augmenté de 17%. Cette année, les Français devraient en dévorer près de 7 kilos. Et cette frénésie va apparemment bien au-delà de nos frontières. L'explosion de la demande mondiale serait-elle la cause de cette pénurie qui menacerait la planète ? Cette fièvre chocolatière, certains artisans français en sont les témoins privilégiés. À Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, j'ai rendez-vous à la chocolaterie Bouillet, une institution qui existe depuis 40 ans. Les truffes, tu les enrobes aujourd'hui, là? Oui. D'accord. Sébastien Bouillet a repris le flambeau de ses parents. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, il est aujourd'hui reconnu par ses pairs comme l'un des tout meilleurs chocolatiers français. Sa spécialité, ce sont ses produits un peu loufoques, quoi, là, les rouges à lèvres comme ce rouge à lèvres. C'est les rouges à lèvres en chocolat. Donc là, on est sur un chocolat blanc passion, avec de la passion dedans, donc avec des grains de passion qu'on a asséchés et qu'on a mis dans le chocolat blanc. Au moment de la journée où tu as envie peut-être d'un carreau de chocolat, bah non, tu as envie de te mettre un peu de chocolat sur les lèvres et de manger un peu les lèvres et de manger du chocolat. Chaque année, Sébastien Bouillet réinvente même les grands classiques de Noël. Fabien, t'as préparé pour les sapins, là, pour les montages? C'est ça. D'accord, super. Donc ça, c'est le sapin au chocolat. Donc là, on fait le montage. Donc on a moulé, en fait, le cône. Et puis ensuite, on a moulé les anneaux. Et en fait, on met les anneaux au fur et à mesure, comme ceci. Les créations de Sébastien Bouillet doivent plaire au palais français, mais aussi japonais. On fait le Père Noël? Comme cette petite figurine qu'il est en train de terminer. Faut un petit nez, s'il te plaît. Ce Père Noël est le symbole d'une révolution culturelle au pays du soleil levant. Les Japonais aiment de plus en plus le chocolat, ça fait déjà quelques années, mais là, ça devient vraiment un marché très important. On commence à fêter Noël, donc on commence à acheter des bûches de Noël, des gâteaux de Noël, des personnages de Noël, des bonbons au chocolat de Noël. Il y a une quinzaine d'années, Noël, ça se fêtait pas, quoi. Voilà, et là, ça y est. Ça va, les filles? Sébastien Bouillet part dans quelques jours au Japon. On va voir pour la fiche recette. Et son petit Père Noël va le précéder là-bas. Le chocolatier envoie à son chef nippon la photo et les instructions pour le fabriquer. Mais l'essentiel, c'est qu'il ait déjà la recette, qu'il puisse faire les essais avant que j'arrive, quoi. Hein? Qui sont ces consommateurs japonais, tellement friands de chocolat? Sont-ils responsables de cette pénurie annoncée? Parfait. Allez, c'est parti. Je traverse la planète pour aller à la rencontre de ces amateurs qui font exploser la demande. Au pays du wasabi et du sushi, je vais découvrir que le chocolat occupe désormais une place incontournable. Il s'affiche sur les écrans publicitaires. Il se déguste en glace ou en milkshake. Dans le centre de Tokyo, une célèbre barre chocolatée a même sa propre boutique. Bonjour, vous pouvez utiliser les paniers. Je vous laisse faire votre choix. Ce biscuit est vendu ici comme un produit de luxe. Au Japon, le chocolat est le cadeau par excellence, une denrée parée de vertus apaisantes. J'en achète pour moi quand je suis stressée, quand je suis fatiguée. Le chocolat, ça me calme. Et surtout, j'adore en offrir à mes amis. Je sais que ça va leur faire plaisir. Aromatisées au gingembre, au wasabi, à la patate douce, ces barres chocolatées ont un énorme succès. Voici votre monnaie. Merci beaucoup. Il se vend chaque année des millions de ces douceurs industrielles. Depuis 10 ans, les Japonais se sont aussi convertis au chocolat haut de gamme. Tous les grands chocolatiers français ont pignon sur rue dans l'archipel.
À Tokyo, dans ce grand magasin, je retrouve Sébastien Bouillet. Il est en pleine séance de dégustation. Tenez, goûtez ça. Je m'appelle Sébastien Bouillet. Il est venu faire goûter ses dernières créations. Ça te plaît? C'est bon? Oui, c'est bon. Son petit Père Noël est déjà là sur les présentoirs. Et il semble avoir beaucoup de succès. Le Père Noël, ça a l'air de plaire aux enfants. Il a l'air statique. Je pense que, je ne sais pas s'il attend que ses parents l'achètent ou quoi. Bon, de toute façon, le Père Noël, même si c'est pas vraiment dans les traditions au Japon, je pense que pour les enfants, c'est quelque chose qui fait rêver. C'est marrant quoi, de voir les enfants avec leurs yeux ébahis. En 15 ans, la consommation de chocolat a augmenté de 20% au pays du soleil levant. Mais dans cette région du globe, les Japonais ne seraient maintenant plus les seuls à rêver de cette denrée. Le marché asiatique commence à prendre une importance et le volume de chocolat consommé en Asie explose depuis quelques années. Donc, mais c'est plutôt bon signe, enfin, en tout cas pour moi qui suis ici en Asie. Cet appétit nouveau de chocolat, Sébastien Bouillet est aux avant-postes pour l'observer et en mesurer les conséquences. Le chocolatier est installé à Tokyo depuis 7 ans. Ça va? Dans cet atelier, sous la direction de Masa Shibata, Super. une dizaine de personnes travaillent sur les créations du chef français. Bon maintenant quoi? Ça marche bien. C'est ici qu'a été fabriquée la réplique du petit Père Noël. Kawaii. Ça c'est le fameux Père Noël, le dessin que je t'ai envoyé. Oui. Bon, on va goûter le Père Noël, Massa. À première vue, le Père Noël ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qu'il a créé à Lyon. Mais à l'intérieur, Massa a ajouté sa touche personnelle pour l'adapter aux goûts locaux. C'est mignon, non? Il y a plein de petites boules comme ça. En fait, c'est des boules de chocolat blanc avec de la poudre de yaourt et de la fraise séchée déshydratée. Avec un peu de riz soufflé au japonais. Au Japon, il faut toujours quelque chose en plus. En France, moi, le Père Noël, je vais le faire, mais je le ferai sans produit à l'intérieur. Ça va être juste le visuel quand on va être au milieu de la table, alors que là, voilà. À l'intérieur, on est venu mettre des petites surprises, là, des petites boules comme ça. Ce petit Père Noël, Sébastien Bouillet va le vendre 2000 yens, soit 14 €. Mais son prix pourrait augmenter. Le cacao coûte plus cher et se fait plus rare. Donc voilà le chocolat qu'on fait venir de France. En ce moment, ça vaut un prix d'or du fait de la pénurie, entre parenthèses, du chocolat dans le monde. On a pris une grosse augmentation, nous, en France. Du coup, on arrive à des prix fous, quoi. Je quitte Sébastien Bouillet avec une conviction. Le scénario de la pénurie n'est pas une fiction. En me plongeant dans les chiffres, je vais me rendre compte qu'elle est même très probable. Tous les nouveaux grands pays de la planète veulent leur part de chocolat. En 10 ans, 99% de consommation en plus au Brésil. 245% en Inde. 132% pour la Chine et son milliard de consommateurs. La demande de chocolat augmente de façon vertigineuse. Mais la production de cacao arrive-t-elle à suivre? C'est la question que nous sommes allés poser à Philippe Bastide, l'un des spécialistes français de cette filière. Ça crée des tensions parce qu'on n'avait pas anticipé qu'il allait falloir autant de cacao pour alimenter ces nouveaux marchés émergents. La production de cacao n'augmenterait donc pas assez vite pour satisfaire la hausse de la demande. On parle de pénurie parce qu'il y a un décalage entre cette offre et cette demande. On a une demande qui croît plus vite que l'offre. Donc, mécaniquement, on crée un déficit. Donc, un déficit, donc une pénurie. Avant de partir, Philippe Bastide va nous donner un chiffre. Il pourrait manquer 1 million de tonnes de cacao en 2020 pour satisfaire les consommateurs de chocolat. Face à cette pénurie qui se profile, comment réagissent les industriels? Ont-ils des solutions pour l'éviter? J'en ai contacté beaucoup. On aimerait visiter l'une de vos usines.
Tous ont refusé de nous ouvrir leurs portes. Tous, sauf un. Il faut prendre la route des Alpes suisses pour aller à la rencontre du géant Nestlé. C'est le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire, 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. J'ai rendez-vous dans l'une des usines du groupe, où je suis accueilli par le directeur du site, Eddy Vocat. Ici se fabriquent des produits bien connus des consommateurs français. Voilà, ça c'est la gamme de produits que nous fabriquons dans l'usine. Des boîtes Lanvin, qui sont des boîtes d'assortiment. Et puis aussi une gamme de tablettes avec des inclusions, des différents degrés de cacao. 200 000 tablettes sortent tous les jours de cette usine. Elles sont fabriquées sur ces chaînes à partir de cette pâte très épaisse que l'on appelle la masse de cacao. C'est le résultat du broyage de l'ingrédient principal du chocolat, la fève. Voilà, alors ça c'est des fèves de cacao. Nous avons 3 origines, Ghana, Côte d'Ivoire et Équateur. Quand je lui demande si ces fèves pourraient manquer dans les années à venir, Eddy Vocat préfère rester très prudent. Est-ce que c'est de plus en plus difficile à trouver aujourd'hui des fèves dans le monde? Je dirais que oui. Maintenant, je pense que je ne suis pas vraiment habilité à parler de ça, mais nous n'avons jamais fait face au problème de rupture de fèves qui aurait arrêté la fabrique. Nestlé n'aurait donc pas de problème d'approvisionnement. Pour éviter la pénurie, le groupe aurait même trouvé la solution miracle. Mon voyage va se poursuivre loin de la Suisse et de l'Europe et m'emmener beaucoup plus au sud. En Côte d'Ivoire. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est le plus gros producteur de la planète. Un quart du cacao consommé dans le monde provient de ses plantations. Pour répondre à l'explosion de la demande, les chercheurs ivoiriens ont mis récemment au point un nouveau type de cacao. Il aurait des rendements extraordinaires. Je pars dans le centre du pays, à Yamoussoukro, à la découverte de ce cacao qui pourrait changer l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'ai rendez-vous avec Nathan Bello, le représentant local de Nestlé. Bonjour, ça va? Ouais, très bien. Cet ingénieur agronome veille ici sur un trésor. On a juste une pépinière ici d'environ 60 000 plants. 60 000 plants de ce cacao à haut rendement. Ça commence à sortir. Où est-ce que tu as vu que ça sortait? On l'appelle le cacao Mercedes, en référence à la voiture. Ces plants pousseraient beaucoup plus vite que les cacaoyers traditionnels. Donc là, on a semé. Ce cacao qui sort à peine de terre, Nathan va le distribuer gratuitement aux producteurs. On a un objectif, ça dit que c'est dans l'engagement de Nestlé de distribuer 12 millions de plants sur 10 ans qu'on a étalé le programme. En donnant ainsi des millions de plants de cacao Mercedes, le numéro 1 de l'agroalimentaire compte assurer son approvisionnement en cacao dans les années qui viennent. Mais est-ce vraiment la solution pour pallier la pénurie? Avec Nathan, je pars à la rencontre de planteurs ivoiriens qui l'utilisent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Salut, mon grand. Comme la plupart des producteurs de Côte d'Ivoire, c'est une petite exploitation que possède Firmin Kouakou, 2 hectares. Là, ça fait 3 ans. Il s'est converti il y a 3 ans au cacao Mercedes et il est très satisfait du résultat. Donc pendant les 3e années, voilà ce qu'on a sur cette plante. Et c'est ça qui fait la différence entre l'ancien et le présent. L'arbre donne beaucoup plus de fruits. Ils sont vraiment exceptionnels. Ouais. Pourquoi? Parce que l'évolution est un peu plus vite par rapport à l'ancien. Ça nous fait gagner un peu plus d'argent par rapport à l'ancien. Et on ne se fatigue pas trop pour les entretiens. 2 fois par an au minimum,
Voilà. Firmin récolte ses fruits jaunes, appelés les cabosses. On le fait comme ça. Bon, ça c'est l'effet, voilà. C'est ça qui donne le chocolat? Justement, c'est ça qui donne le chocolat. Apparemment, cette variété permettrait de doper les rendements. Je vais pourtant me rendre compte que cette révolution a ses limites. Même avec ce cacao futuriste, le traitement de la fève continue à se faire avec les instruments du passé. Les cabosses sont cueillies à la machette. Elles sont découpées avec de simples bouts de bois. Les fèves de cacao sont extraites à la main, enfermées plusieurs jours dans ces feuilles de bananier, avant d'être mises à sécher au soleil. Utilisé avec ces méthodes artisanales, le cacao Mercedes ne peut à lui seul tout changer. Faites vite, on va aller au champ. Je reprends la route. En parcourant le pays, je découvre que le cacao Mercedes ne représente qu'une infime part de la production de la Côte d'Ivoire, moins d'1%. L'immense majorité des plantations est vieillissante. La plupart des producteurs ne renouvellent pas leurs vergers. Profiterait-il de la pénurie pour pratiquer des prix plus élevés? Nous sommes à 5 heures de route d'Abidjan. Isidore est pisteur. C'est lui qui est chargé d'acheter les fèves de cacao aux producteurs. 2 fois par semaine, il s'enfonce dans la brousse en camionnette. Je l'accompagne à Janoukro, un village de 80 âmes. Ici, le cacao est l'une des rares sources de revenus. Ouais, monsieur Ouagou. On est venu pour payer ton cacao. Monsieur Ouagou est le chef du village et l'interlocuteur d'Isidore. C'est avec lui que le pisteur va discuter l'achat des fèves. Envoyez la bascule. Ensemble, les 2 hommes vont superviser la pesée de la récolte. Après 161 kilos. 165 kilos, pas net. Il y a près de 500 kilos de fèves au total. 484 kg. La transaction se poursuit à l'abri des regards. 400 000. 411 000. Isidore va payer le kilo de fèves 850 francs CFA, soit un peu plus d'1 euro. C'est le prix minimum fixé par l'État ivoirien. Monsieur Ouagou en aurait voulu davantage. Je dis, je suis un peu content, mais c'est pas trop. Mais c'est comme vient de te payer, c'est ce que l'État a fixé. Hein? Oui, c'est ce que l'État a fixé. Okay. Voilà, c'est ça, je suis content. Mais je veux que mon cœur augmente. Monsieur Ouagou vend son cacao 1300 € la tonne. Son travail représente à peine 3% du prix d'une tablette et son revenu est faible. 210 € par mois en moyenne. Avant d'arriver au consommateur, la fève va changer encore plusieurs fois de main. Sur la chaîne de production du chocolat, ce sont les intermédiaires qui tirent les meilleurs revenus. Pour les trouver, il faut se rendre à l'extrême ouest du pays. À San Pedro, au bord de l'océan Atlantique, le premier port d'exportation de cacao au monde. Il vit au rythme de son incessant balai de camions qui transportent leur cargaison. C'est le royaume de ce qu'on appelle les traitants. Ali Lakis est l'un d'entre eux. Ce Libanais de 49 ans vend du cacao de Côte d'Ivoire partout dans le monde. Donc c'est ma résidence qui est là, avec ma sécurité, un chasseur comme sécurité. Cette activité lui assure un train de vie confortable. Ça va? Chou Fatouma. Il vit dans cette grande maison avec sa femme et ses 5 enfants. Ça va? Ouais, Abbas. Ouais, Abbas, viens. L'intermédiaire a réussi et il me l'avoue sans complexe. Vous voyez que je consomme du chocolat. Sur le marché du chocolat, il y a les gagnants et les perdants. C'est du bon chocolat. Il est bon.
Le perdant, c'est le consommateur, parce qu'il paye très cher, très cher, pour un produit que le planteur vend moins cher. Et c'est qui les gagnants alors? Les gagnants, c'est presque tous ceux qui sont sur la chaîne. C'est-à-dire, chacun essaie d'avoir la part du gâteau. Donc vous êtes parmi les gagnants? Bien sûr. Ali Lakis est aujourd'hui un intermédiaire qui compte sur le marché du cacao. Ses principaux concurrents sont des géants du secteur. Ici, par exemple, on a CMOA. CMOA, c'est le français. Et ici, c'est ADM. Et là, c'est Cargill, un de mes concurrents. Mais à San Pedro, nous sommes leaders. Nous achetons de très loin. Depuis 10 ans, nous avons toujours été les numéros 1 à San Pedro. Il est à la tête de la SAF Cacao, une entreprise qui réaliserait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un peu cher, hein? Non, prends ton temps, tu négocies jusqu'à demain. Ce soir, il faut que ce soit propre. Chaque jour, des milliers de tonnes de cacao sont traitées ici, avant d'être exportées. Ces sacs de fèves ont été collectés partout dans le pays. C'est du très bon cacao. Normalement, vous voyez, le cacao, il est très propre, il est très bon. Il est bon, non, ton cacao? Il est bon, il n'est pas acide. C'est bien fermenté, c'est bon. Aujourd'hui, la pluie a retardé les opérations. Oui, demain on travaille. Demain on va décharger à cause de la pluie. Parce qu'on ne sait pas que... Toute la journée. Un jour de perdu, on le rattrape le lendemain. Une fois déchargées et lavées, les fèves sont triées et rassemblées en fonction de leur destination. Chez Ali Lakis, l'activité ne s'arrête jamais. Vous commencez à quelle heure le matin? De 7h à 18h30. 7h à 18h30. Le samedi aussi? Oui. Le dimanche? Dimanche aussi, oui. Vous y allez combien par jour? Bon, par jour, c'est 3400. 3400? 400 000 à 8 heures. Ça vous suffit pour vivre correctement? Bon, vraiment, c'est très peu, mais nous débrouillons quand même avec. Comme il n'y a pas de sous-métier, on fait avec. 3400 francs CFA, c'est 5 € par jour, un tout petit peu plus que le salaire minimum dans le pays. L'usine a traité cette année 180 000 tonnes de fèves. C'est plus de 10% de la production de Côte d'Ivoire. Mais selon Ali Lakis, c'est insuffisant pour répondre à la demande mondiale. Il va y avoir une pénurie. La Côte d'Ivoire produit 1 800 000 tonnes. Elle ne produira pas du jour au lendemain 2 millions de tonnes, non. Je suis convaincu. Je pense que cette année, on aura un déficit même. Ça veut dire que les gens vont être obligés de manger moins de chocolat? Payez plutôt le chocolat un peu plus cher. Payez plutôt le chocolat un peu plus cher. Je pense. Parce que c'est au plus offrant. Dans cette pénurie qui fait grimper le prix du cacao, le consommateur serait donc l'un des grands perdants. Pour le vérifier, il faut aller au bout de la chaîne, chez le fabricant de chocolat. De retour en France, je prends la route de la Meurthe-et-Moselle. C'est ici qu'est installé le siège de la chocolaterie du Luxembourg. Dans sa petite usine, Jean-Christophe Richard fabrique 80 tonnes par an. Il utilise ses gros pains de chocolat. Ça, c'est notre matière première. Il les achète à des transformateurs et il les paie de plus en plus cher. Pour m'expliquer cette hausse, il va me montrer l'évolution du cours du cacao sur les marchés internationaux. Cette année, le prix de la fève a grimpé de 10%. Chaque jour, on reçoit des cotations et on regarde donc ces prix du jour pour signer ou non des contrats.
Ça, c'est le cours du cacao entre juin 2014 et octobre 2014. Si vous voyez la courbe, c'est très fluctuant. Tous les jours, ça change en fait. Si on regarde, en septembre 2013, on était à peu près à 1960 livres sterling la tonne. Et en juillet de cette année, on est monté à 2120. Cette augmentation, Jean-Christophe Richard l'a répercutée sur certains des produits qu'il vend dans son magasin, comme cette tablette de chocolat noir. On a été contraint de les augmenter parce que là, c'est quasiment 100% de chocolat. De 2,25 à 2,50, ça fait un peu plus de 10%. Pas mal, non, comme augmentation. Oui, c'est une belle augmentation. Cette hausse du prix n'est pas due seulement à la pénurie et aux intermédiaires qui traitent la fève. Si nos tablettes de chocolat augmentent, c'est aussi parce que certains ont fait du cacao une matière à spéculation. Quand elle quitte la Côte d'Ivoire, la fève effectue un long trajet en cargo. Pour retrouver sa trace, il me faut aller vers le nord de l'Europe, à Amsterdam, l'une des plaques tournantes du cacao dans le monde. C'est ici qu'opèrent les grandes maisons de courtage qui achètent et revendent la fève. Smoky. Marco Becker est l'un de ces grossistes en cacao. This is our gold. Ça, vous savez, c'est de l'or pour les commerçants comme nous. J'adore ces fèves. C'est grâce à ces fèves que je peux avoir du travail et gagner de l'argent. Mais j'adore aussi le chocolat, tout simplement. En vrac ou dans ces sacs de jute, 20 000 tonnes de fèves sont stockées dans ces hangars. Elles sont destinées à toutes sortes de clients. Nous revendons les fèves en Europe à des petits chocolatiers qui ont besoin d'un sac, mais aussi à des industriels qui ont besoin de 500 tonnes. Pour gagner de l'argent, le principe est simple. Acheter au plus bas et vendre quand le cours monte. Un commerce de négoce à grande échelle qui réserve parfois des surprises. Ce soir-là, un client allemand n'est pas content. Il a acheté à Marco Becker 50 tonnes de fèves de Madagascar. Une partie de la cargaison a été endommagée. La livraison va prendre du retard. Oui, je pense que tu auras d'abord 25 tonnes. Le reste, il faut qu'on le reconditionne et on te l'enverra petit à petit. Malgré ces aléas, l'activité de Marco Becker est très lucrative, d'autant qu'il n'opère aucun traitement sur la fève. En gros, si je vends à 3 €... 3 € pourquoi ? Par kilo, ou 3 500 € la tonne, je gagne 50-60 € sur chaque tonne. Et pour vous, c'est bien ça ? C'est bien pour nous si on vend un conteneur entier d'un coup. Si on a une cargaison de 25 tonnes, qu'on vend en plusieurs fois, là c'est une marge un peu plus faible, car il y aura davantage de travail. Après être passé entre les mains de Marco Becker, la fève de cacao a augmenté, faisant encore grimper le prix de notre chocolat. Et les grossistes ne sont pas ceux qui gagnent le plus. Certains ont transformé le marché du cacao en casino planétaire. Londres, la capitale européenne de la finance. La ville des banques d'affaires et des hedge funds. Le paradis des spéculateurs. Je suis allé à la rencontre d'Éric Sivry. Depuis 5 ans, ce Français vit au rythme du marché du cacao. Chaque matin, avant d'aller travailler, il traque dans la presse les informations qui concernent cette denrée. Aujourd'hui, sur le site d'un grand journal économique, il a repéré une nouvelle qui l'intéresse particulièrement.
l'arrivée possible du virus Ebola en Côte d'Ivoire et au Ghana. Il y a un article sur Ebola sorti la nuit dernière qui disait que si rien n'était fait de façon drastique pour prendre en compte Ebola, il pourrait y avoir jusque 67 000 cas d'ici Noël. Il se pourrait que certaines régions soient mises en quarantaine. Et si effectivement Ebola était déclaré en tant que tel et impacté le flux de cacao, là on pourrait gagner, le marché pourrait gagner probablement 25, 30, 40%. Anticiper les fluctuations du prix du cacao, c'est sa spécialité. Eric Sivry est un broker. Il travaille pour Marex Spectron, une société financière spécialisée dans les matières premières. Dans cette salle de marché se traitent chaque jour des milliers d'opérations sur les denrées alimentaires. Là, c'est l'allée du sucre. C'est là où se déroule toute l'activité du sucre. Là, vous avez toute l'activité café. Et donc ici, c'est toute l'activité cacao. La particularité de son travail, il ne voit jamais le cacao. Ça va bien? T'as vu les codes que je t'ai envoyés? Son unique horizon, ce sont des chiffres et des courbes. Sur son écran défilent en permanence les cours du cacao à la bourse de Londres et de New York. Ce qu'on achète et qu'on vend ici, on le fait par le biais de marché électronique. Et c'est d'ailleurs la terminologie dans le marché, c'est du papier. En anglais, paper. Ça veut dire qu'on ne touche jamais la fève, on ne touche que du papier. Plus 3. Ok, ça marche. D'un clic, Eric peut acheter ou vendre. Des contrats qui se chiffrent la plupart du temps en centaines de milliers d'euros. Le jeune broker est à l'affût de la moindre fluctuation des cours. Le marché peut monter graduellement un petit peu et d'un seul coup partir comme un bouchon de champagne à la hausse, ce qui a été le cas il y a quelques minutes. Donc le marché est parti, ce matin on a baissé très lentement et puis le marché est reparti à la hausse. On est passé de 3100 et instantanément en une minute on est passé à 3175, on a gagné 75 $, ce qui est absolument énorme. Ces transactions, Eric les opère pour le compte d'industriels du chocolat ou d'investisseurs. Janvier, 33 calls, base 3100. La façon dont on gagne de l'argent, c'est exclusivement des commissions. Donc plus on réalise des transactions pour nos clients et plus on génère des commissions. C'est par lot traité en quelque sorte. Donc plus on fait de l'eau et plus on est payé. En jouant sur le marché du cacao, Eric Sivry dit faire gagner à sa société plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. C'est encore bien loin de ce que peuvent empocher d'autres financiers de la City. L'un de ces traders est devenu célèbre grâce à un coup inédit qui lui a rapporté plusieurs dizaines de millions d'euros. Je me mets à la recherche de ce spéculateur. Il a acquis le surnom de Chocolate Finger, de son vrai nom Anthony Ward. Il a fait la une de la presse anglaise il y a 3 ans. En une journée, il a acheté 240 000 tonnes de cacao, l'équivalent de 5 milliards de tablettes de chocolat, dans le simple but de spéculer. Je retrouve l'adresse du fonds spéculatif pour lequel il travaille, Ahmad Jarrow. Il se trouve dans ce quartier cossu de Londres, à l'intérieur de cet immeuble. Je les ai sollicités sans succès plusieurs fois par mail et par téléphone. Alors, je tente ma chance directement sur place. Bonjour, je cherche Anthony Ward. Est-ce que ce serait possible de le rencontrer? Vous avez un rendez-vous? Non. Quel est l'objet de votre visite? Nous sommes journalistes pour la télévision et nous cherchons à le rencontrer pour l'interviewer. Est-ce que vous pensez que ce serait possible? Ah, ça, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Il faudrait voir avec l'agence qui s'occupe de notre communication. Je ne recevrai aucun appel de ces communicants. Je relance directement Ahmad Jarrow. Bonjour. Ahmad Jarrow, bonjour. C'est Debbie? Oui, c'est Debbie. Je voudrais savoir si vous avez du nouveau pour nous au sujet de l'interview d'Anthony Ward.
écoutez, je suis désolée, mais je crois que ça va être compliqué. Voyez avec notre agence de communication. Il ne veut pas donner d'interview? Non. Apparemment, l'homme ne se laisse pas approcher comme ça. Pour raconter son histoire, j'ai rendez-vous avec un Français, l'un des meilleurs spécialistes de la finance à Londres. C'est l'ancien correspondant du journal Le Monde à la City. Mark Roche connaît parfaitement les arcanes de ce monde plutôt secret. Malgré tous ses efforts, il n'a jamais pu rencontrer Anthony Ward. Personne n'a pu avoir accès à lui. Même le Financial Times, qui était vraiment le journal qui couvrait de très près le négoce des matières premières, n'a jamais pu rencontrer Anthony Ward. On l'a baptisé Chalk Fingers. C'est en allusion à Goldfingers, bien sûr, dans James Bond, qui transformait tout en or. Eh bien, lui, c'était en chocolat. Ça aurait fait d'ailleurs un très beau James Bond. Dans cette affaire, c'est surtout le coup réalisé par Ward qui a impressionné le monde de la finance. C'est la plus grosse transaction de cacao depuis 25 ans. Ward a acheté pour 1 milliard d'euros de fèves. Cette opération fantastique qu'il a faite, qui consistait à accumuler 7% du marché, garder ses matières premières, faire monter les prix à cause de la rareté de l'offre, au moment où la demande était importante, et ainsi revendre par la suite ces 7% en s'enrichissant. Cela s'appelle en anglais « corner the market ». C'est-à-dire que vous avez une position tellement dominante que c'est vous qui faites le prix du cacao. Comment Anthony Ward a-t-il pu acheter autant et aussi vite? L'opération est-elle légale? Nous sommes allés poser ces questions à l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Une institution chargée de surveiller toutes les opérations financières sur le cacao. Depuis son bureau de Londres, Jean-Marc Anga, son directeur, veille sur les 3 milliards de dollars échangés chaque année sur ce marché. Selon lui, l'opération réalisée par Ward était bien légale. S'il y a un reproche qui peut être fait, on va dire c'est une pratique qui est anticoncurrentielle, mais ce n'est pas une pratique qui est illégale, non. Les règles de fonctionnement du marché de Londres l'ont permis, il en a profité, mais je ne suis pas sûr que vous et moi n'aurions pas fait la même chose si on était à sa place, non. C'est le rôle des spéculateurs, c'est de profiter des informations qu'ils ont pour prendre des positions qui leur permettent de revendre ces positions plus tard avec un bénéfice. À écouter Jean-Marc Anga, les spéculateurs du cacao ont encore de beaux jours devant eux. En quittant Londres, je me pose une question. Qu'en est-il du dernier maillon de la chaîne, le consommateur? Entre la flambée des cours et les menaces de pénurie, le cacao n'est-il pas en train de disparaître de certains de nos produits chocolatés? Pour répondre à cette question, je vais dans cette grande surface de la région parisienne, à la rencontre de Valérie et ses 2 enfants, Zoé et Hippolyte. Chaque semaine, cette maman vient faire ses courses dans cet hypermarché. Bar Kinder, Nutella, qu'est-ce que j'ai? Les Pères Noël en chocolat. Le rayon chocolat est un passage obligé, en poudre, en barre ou encore en tablette. Comme dans beaucoup de familles françaises, cet aliment fait partie des habitudes de la maison. J'en achète à chaque fois que je fais les courses parce que c'est quand même une base d'alimentation pour mes enfants. Petit déjeuner, goûter, parfois après le dîner. Enfin voilà, c'est au lieu de prendre un bonbon, on prend plutôt chez nous un petit bout de chocolat. À chacun son préféré. Pour Hippolyte, ce sont plutôt les gâteaux enrobés de chocolat. C'est quoi ça, Hippolyte? C'est des Deli Shop, c'est des gâteaux avec du chocolat au-dessus et
un peu de croûte en dessous. Au goûter, je préfère manger ça, mais j'aime bien les BN aussi, j'aime bien. Quant à Zoé, sa grande sœur, elle ne résiste pas longtemps devant les barres au chocolat. Mes préférés, c'est les Kinder Maxi. Si je pouvais en manger tout le temps, j'en mangerais tout le temps. Et sinon, j'aime bien les Twix, les Mars et toutes les barres. Barres chocolatées. Ouais. Tous ces articles vendus au rayon chocolat en sont-ils vraiment? J'apporte quelques-uns de ces produits à l'un des maîtres chocolatiers français. Jean-Paul Evin est en plein préparatif des fêtes de fin d'année. Ça, c'est celles qui ont été faites maintenant, là. Ouais. Et ça part quand? Demain? Lundi? Ça, c'est prévu pour lundi, ouais. Il a bâti sa renommée sur des pièces en chocolat qu'il sculpte comme des œuvres d'art. C'est toutes les pièces de centre de table de Noël de cette année. Donc le thème, c'est la folie douce. Des pièces d'exception qui n'ont pas grand-chose à voir avec le chocolat acheté par Valérie et ses enfants. Quelques courses. Tablettes, confiseries et bonbons au chocolat. Jean-Paul Evin va tout décortiquer pour nous. Une tâche loin d'être une partie de plaisir pour ce palais habitué à des goûts très fins. Parfois, je fais des dégustations. Ça peut arriver, comme les tablettes de chocolat. Mais franchement, j'ai beaucoup de mal. Il y a quelle tablette à la limite que vous mangez de temps en temps? Non, jamais. Je déguste pour dire si c'est bon, moins bon, pour donner un avis éventuel. C'est donc sans grand appétit que Jean-Paul Evin va croquer dans cette tablette achetée en grande surface. Voici son verdict. Les goûts arrivent au palais assez lentement. Ça, c'est parce que sans doute la tablette a été fabriquée il y a assez longtemps. Donc du coup, elle s'est transformée un petit peu. Bon, en tout cas, ça pour vous, c'est du chocolat. Pour moi, c'est du chocolat. Les tablettes passent le test. C'est maintenant le tour des barres chocolatées. Je peux goûter? Ouais. C'est sûr. C'est un supplice? Non, si vous voulez pas. Moi, j'aime pas, mais... Vous détestez ça? Non, mais je peux pas. Pourquoi vous pouvez pas? Ben parce que c'est trop sucré. J'ai beaucoup de mal à déguster quelque chose comme ça. Pour lui, cette confiserie n'est pas du chocolat. Dernier essai avec ses boîtes, les bonbons en chocolat. Très vanillé. Très vanillé. C'est pas mauvais en soi. Parce que c'est du chocolat, il n'y a pas beaucoup de chocolat noir. Les enfants adorent ça, mais moi, c'est pas mon truc. Selon Jean-Paul Evin, ces bonbons chocolatés contiendraient bien d'autres choses que du cacao. Je pense que pour le consommateur, ce genre de produit est beaucoup plus difficile à décrypter, oui. Ouais. Les bonbons de chocolat, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Pour en savoir plus sur ces bonbons très prisés à Noël, nous allons en acheter à plusieurs endroits. Nous allons d'abord dans des grandes chaînes de chocolat où nous prenons 2 sachets. Puis dans une grande surface où nous achetons 3 boîtes de gammes différentes. Nous allons les faire analyser dans ce laboratoire indépendant, spécialisé dans l'étude de produits alimentaires. Cinq semaines plus tard, nous apportons les résultats et les produits sélectionnés à Florence Foucault, diététicienne et nutritionniste. Premier constat de cette spécialiste, dans ces bonbons en chocolat, la teneur en cacao n'est pas du tout la même que dans les traditionnelles tablettes. Lorsqu'on regarde la liste des ingrédients, on s'aperçoit que la teneur en cacao varie et a plutôt une tendance à diminuer. Selon elle, pour que le chocolat conserve quand même un peu de goût, les industriels auraient trouvé la parade. Aujourd'hui, on remplace le cacao soit par des matières grasses végétales ou du sucre pour pallier au manque de goût lié à une diminution du cacao. Lorsque vous regardez la liste des ingrédients, ici, le premier ingrédient, c'est matières grasses d'origine végétale, à savoir copra et karité.
Arrive juste derrière le sucre et ensuite le beurre de cacao. Des matières grasses végétales ou du sucre en ingrédient principal. C'est autorisé par la loi dans les bonbons en chocolat. Pour autant, y a-t-il un risque pour la santé ? Aujourd'hui, on sait que les matières grasses végétales sont riches en acides gras saturés. Les acides gras saturés entraînent à terme des maladies cardiovasculaires si elles sont consommées de façon excessive. D'accord, donc c'est des produits qu'il faut vraiment consommer avec modération ? À consommer avec modération. Moins de cacao dans les douceurs de Noël, c'est peut-être la solution trouvée pour éviter la pénurie. Quant au vrai chocolat, il y en aura sans doute toujours dans les années qui viennent. Mais il faudra le payer de plus en plus cher.